Merci Denis. Bonsoir à tous. Donc Denis Baranger, en poste en tant que directeur général des services techniques depuis mercredi. Donc, alors, l'appel. Madame Rodier Christine. Monsieur Dumaine Julien. Présent. Madame Geoffroy Julienne. Présente. Monsieur Elmourabé Omar. Présent. Madame Silva de Souza Rose. Excusez, pas de pouvoir. Il y a un pouvoir? Rien pour le moment. Ok. Je mets ok, mais je vois. Monsieur Guy-Sépone Antoine. Madame Artigot Michel. Monsieur Rena Kevin, j'espère que je prononce bien. Madame Durand Aline. Présente. Monsieur Bourg Michel. Présent. Madame Lafont Laure. Monsieur Petetin ou Pétetin Pascal, pardon. Petetin. Monsieur Garcia François. Madame Gaillard Odile. Okay. Monsieur Sac Patrice. Monsieur Réda Robin. Madame Guinaud Michelet Isabelle. Monsieur Moreau Claude. Présent. Madame Pomereau Chantal. Présente. Monsieur Périmont Michel. Alors, Madame Mouret Nathalie, a priori, a donné... voilà, vous donnez pouvoir à Madame Pomereau. Monsieur Saint-Pierre Francis. Monsieur Chauffour Étienne. Monsieur Nourri a donné pouvoir à Monsieur Doutre. C'est ça. Madame Barrault Nicole. Ok. Monsieur Pinto Enrique. Excusez. Ok. Madame Contremoulin Evelyne. Monsieur Doutre Gérard. Madame Vermillier Brigitte. Madame Hérault Dominique. Monsieur Véder Alain. Madame Lallier a donné pouvoir à Monsieur Véder. Monsieur De Giovanni Franck, pardon. Madame Forêt a donné pouvoir à Monsieur De Giovanni. Monsieur Fortin Jacques. Monsieur Picard Pascal. Monsieur Mélorne Éric. Madame Achtergaël Nadège, pardon. Monsieur Plateau a donné pouvoir à Monsieur Mélorme. Madame Gérard a donné pouvoir à Monsieur Beneteau. Monsieur Guettot a donné pouvoir à Monsieur Guilpin. Madame Malby a donné pouvoir à Madame Pinon Chevalier, pardon. Monsieur Guilpin Christophe. Présent. Madame Eugène Joël a donné pouvoir à Madame Achtergaël, pardon, je viendrai m'excuser personnellement. Monsieur Beneteau Sébastien. Madame Pinon Chevalier Laurence.
Monsieur Blanchot Bernard, Madame Chouinard Marilus, Monsieur Joja Daniel, Monsieur Guyard Pierre, Madame Sass Eva a donné pouvoir à Monsieur Guyard, Monsieur Defrémont Jean-Marc, Madame Spicher Bernier Laurence, pardon. Absente. Et Madame Guibert Audrey. Fin d'appel. Heureusement que Nadège Achtergaël n'est pas vice-présidente aux travaux. Oui. Le quorum est atteint, nous pouvons valablement délibérer. Merci Denis. Je vais demander à M. Blanchot de bien vouloir assurer le secrétariat de la séance. Et si vous le voulez bien, nous passons tout de suite au compte-rendu de la séance dernière. Est-ce qu'il soulève chez vous des observations ou des remarques? Est-ce que nous pouvons le considérer comme approuvé? Oui. Je vous remercie. Également, les délégations que j'ai exercées sur vos attributions, est-ce qu'elles soulèvent des remarques particulières? Monsieur Chauffour. Une demande de précision concernant la signature du contrat d'emprunt auprès de la Banque Postale, où vous nous transmettrez les éléments. Parce que comme c'est inhabituel que la Banque Postale propose des emprunts aux collectivités, ce serait intéressant de savoir dans quelles conditions il a été souscrit. On vous transmettra les éléments sur cet emprunt qui a été prévu au BP. Est-ce qu'il y a d'autres observations, des questions? Oui, Julien. C'est par rapport au compte-rendu de la séance précédente. Là, je lis mon intervention que j'avais faite. C'est pas exactement le propos que j'avais tenu. J'avais demandé, par rapport à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, que soit communiqué, soit faite une étude en tout cas sur le coût réel du service et voir si cette taxe était bien justifiée par rapport, si elle était bien dédiée à couvrir le coût du service. Ce qui n'est pas précisément ce qui est rapporté lorsqu'on parle de mon intervention par page 7. Voilà. J'aimerais bien que ce soit rectifié en ce sens. D'accord. On rectifiera en ce sens. On peut passer à l'ordre du jour avec, là encore, une information, c'est le rapport 2 sur le contrat de développement d'intérêt territorial du Grand Orly que nous allons devoir signer à la fin de cette année 2014. Donc il s'agit d'un contrat qui s'inscrit directement dans le cadre de la loi Grand Paris du 3 juin 2010. C'est un contrat qui est conclu entre l'État, les communes, les EPCI, pour les objets qui relèvent chacun de leurs compétences, avec également d'autres acteurs publics à leur demande, et ils font l'objet non pas d'une enquête publique comme les CDT, mais d'une information au public. Alors il se compose de différentes parties dont je vais vous exposer les très grandes lignes. L'objectif est de signer un contrat pour 15 ans à compter de sa signature. La démarche a été engagée en 2011 avec différents comités de pilotage. L'information publique se fera une fois que l'information vous a été ce soir communiquée. Et l'objectif est de signer ce contrat de développement territorial en décembre 2014 avec un périmètre que vous connaissez, avec des objectifs qui sont tout à fait stratégiques. Bien sûr, refondre le système des mobilités de l'international au local, conforter ce que nous avons identifié tous ici comme le premier pôle économique sud-francilien autour de grands services qui sont de dimension métropolitaine et offrir aux habitants et aux actifs surtout de notre territoire une nouvelle urbanité. Ça passe par ce qu'on appelle la TOL, la territorialisation des objectifs de logement qui découle de la loi sur le Grand Paris votée en 2010 et aussi du schéma directeur de la région Île-de-France et qui donne un objectif très ambitieux de construction de logements en Île-de-France de 70 000 logements, à la fois bien sûr dans le parc locatif social mais aussi dans le parc privé, pour répondre aux besoins croissants et rattraper le déficit historique de la construction en Île-de-France. Donc en Essonne, c'est un objectif de 600 logements par an qui devrait être atteint. Et ce CDIT passe aussi par un programme d'action très ambitieux et divers sur les transports, bien sûr, avec l'arrivée des lignes 14 et 18 au nord,
au sud du pôle d'Orly et au nord de l'Essonne, la modernisation des RER, le fameux projet de TTME Massy-Orly, bien sûr le réaménagement du pôle gare de Juvisy-sur-Orge en grand pôle intermodal, et également d'autres axes qui permettent l'amélioration de la qualité de vie, la consolidation du pôle économique de la Calpe, et notamment en poursuivant notre logique d'équipement universitaire, et puis des opérations qui visent à améliorer l'habitat sur le territoire. Je citerai tour à tour la ZAC ou l'opération Cœur de Ville dont nous avons parlé au dernier conseil communautaire à Juvisy. Ce CDIT fait aujourd'hui l'objet d'une information. Il sera évidemment repris aussi dans les réflexions que nous avons sur le périmètre intercommunal, puisque aujourd'hui nous tâchons de faire évoluer la loi d'évolution des intercommunalités dans le sens d'une intégration des communes qui font partie d'un CDIT, d'un contrat de développement d'intérêt territorial, pour demain les constituer en territoire aggloméré et qu'il y ait une véritable cohérence et notamment économique. Et c'est en ce sens que je vous demanderai votre soutien ultérieur pour conduire les actions proposées dans ce CDIT. Voilà. Je vous remercie et étant donné que c'est une simple information, je propose à ceux qui le veulent de faire leurs observations puis de poursuivre cet ordre du jour. Monsieur Chauffour, Madame Guibert. Trois remarques. La première, je ne sais pas si vous avez des informations relatives à la situation particulière de la commune de Viry-Châtillon à cet égard. La deuxième, c'est sans doute le document de base, mais on constate encore une fois à la lecture de la consolidation du pôle économique et notamment de la réalisation d'équipements universitaires l'impact de décisions négatives, à mon sens, prises par la municipalité d'Athis-Mons, même si l'IUT demeure. La troisième observation, c'est, je crois d'ailleurs qu'on l'avait, il me semble qu'on l'avait amendé, mais peut-être qu'on ne l'a pas inscrite, c'est quand même la valorisation de la Seine et de tout ce que la Seine comprend comme intérêt, aussi bien pour le fleuve lui-même, pour ses bords et pour la base régionale de loisirs. Merci Monsieur le Président. Alors, pour moi, Savigny-sur-Orge se retrouve dans une position très délicate. En effet, Savigny-sur-Orge a intégré officiellement les ports de l'Essonne le 1er janvier 2013 et depuis cette date, force est de constater que sur les 70 fiches d'action programmatiques qui ont été élaborées, aucune d'entre elles ne concerne la commune de Savigny-sur-Orge. J'ai l'impression que Savigny-sur-Orge a été quand même écartée des négociations et par conséquent, elle n'a pas pu participer pleinement aux travaux préparatoires concernant le contrat de développement d'intérêt territorial du Grand Orly et ne constitue pas, à mon sens, une véritable contre-proposition par rapport au schéma intercommunal proposé par le préfet de région. Alors que Savigny-sur-Orge est tout de même la 4e ville la plus importante du département, elle est isolée et elle aurait dû être le moteur à part entière de ce projet et c'est bien évidemment l'inverse qui est proposé. Un ultimatum lui est donc lancé sans qu'elle puisse se retourner. Quand vous évoquez le développement des transports en commun, notamment la modernisation du RERD et du RERC, pourriez-vous nous en dire davantage sur les acteurs qui financeront ce projet, car je crois que le matériel roulant, c'est l'une des compétences du Conseil régional. Je souhaiterais également savoir les réels bénéfices pour la commune de Savigny-sur-Orge, qui devra donc par conséquent signer un tel CDIT. Savigny-sur-Orge se retrouvera, à mon sens, la vache à lait de ce contrat de développement, alors qu'elle n'en tirera pratiquement aucun bénéfice. Mais peut-être que M. Mellorme, maire de Savigny-sur-Orge, pourra nous illustrer les raisons pour lesquelles ce CDIT serait éventuellement intéressant pour notre commune. Concernant Savigny-sur-Orge, je trouve que c'est une démarche qui est marquée par la précipitation et l'amateurisme, alors qu'il faudrait plus de recul, du long terme et de la solidité dans l'organisation de notre territoire. Question densification urbaine, les promoteurs immobiliers ont de beaux jours devant eux et leurs petites entreprises ne connaîtront pas la crise.
avec l'annonce de la construction de 600 logements supplémentaires qui doivent être construits dans le cadre, vous l'avez rappelé, de la territorialisation des objectifs de logement pour répondre entre autres à la loi sur le Grand Paris. Aujourd'hui, j'aimerais connaître la répartition de cet objectif de construction selon les villes de l'Essonne concernées et le délai qui sera imposé pour la construction de ces logements, puisque bon, à Savigny-sur-Orge, il y a quand même un problème important qui doit être soulevé, c'est le problème du foncier. Merci, Monsieur le Président. J'avais le sentiment qu'ici, on était à la Calpe et pas au Conseil municipal de Savigny, mais enfin, peut-être qu'il y a eu quelques soucis d'appréciation du périmètre que nous traitons ici. Avant toute chose, je souhaitais rappeler à l'Assemblée que l'adhésion au CDIT de la commune de Savigny avait été effectivement validée par le préfet de région pendant les mois d'été, mais en revanche, par le CDIT en lui-même, il y a seulement 15 jours. Les fiches actions que vous évoquez sont des fiches actions qui pourront être déposées jusqu'à l'été prochain et par voie de conséquence validées ensuite par l'ensemble du CDIT. Donc il n'y a aucune précipitation. En revanche, je voulais juste vous rappeler un petit chiffre, Madame Guibert, c'est que 7% de la population active de Savigny travaille sur la plateforme d'Orly, d'où tout l'intérêt d'y voir le développement. Je croyais qu'une certaine responsable politique se plaisait à parler aux ouvriers du BTP. Ils vont être bien contents quand vous allez leur dire qu'on ne va plus construire de logements et qu'on va pas faire qu'on va faire les choux gras des promoteurs. L'objectif du logement, alors simplement pour vous répondre, c'est effectivement de répondre aux objectifs dits de densité, certes en Ile-de-France, une densité qui doit être maîtrisée, j'en conviens, et j'en suis le premier en tant que maire inquiet. Tout l'enjeu sera de prendre notre destin en main et d'écrire où nous voulons construire ces logements et de ne pas les laisser être imposés par des structures supérieures et j'en conviens, avoir la maîtrise de notre destin et d'essayer de corriger cette aberration qui fait que de plus en plus d'habitants de notre territoire voient devant chez eux pousser des logements dans lesquels ils savent qu'ils n'habiteront jamais, soit qu'ils soient des logements sociaux auxquels ils n'ont pas droit, soit qu'ils soient des logements privés auxquels les coûts de sortie ne leur permettent pas d'accéder. Donc il nous revient aussi en tant que responsable public de permettre la sortie de réalisations immobilières qui soient accessibles aux habitants de nos territoires. Et je pense que le CDIT, avec cet objectif très ambitieux, bien sûr, nous savons, ce sont toujours des objectifs qui permettent de se fixer de grands plafonds, mais en même temps qui nous mettent face à nos responsabilités quand on voit dans nos permanences, notamment chaque semaine, la difficulté des gens de se loger dans le territoire. Et je crois qu'on peut répondre à ces objectifs, mais de manière intelligente et de manière aussi mesurée, et en évitant les erreurs du passé que sont certains grands ensembles, comme on peut les connaître sur le territoire. Est-ce qu'il y a d'autres observations sur ce contrat? Vous aurez à en débattre, bien sûr, dans cette enceinte, mais aussi en conseils municipaux. Et l'objectif est vraiment que nous puissions nous engager dans ce processus à la fin de cette année. Et je vous propose de passer au rapport numéro 3 qui concerne le règlement intérieur du conseil communautaire et sur lequel je vous permets de vous exprimer si vous le souhaitez. Est-ce qu'il y a une demande d'intervention sur le règlement intérieur? Madame Guibert? Merci, Monsieur le Président. Oui, je crois d'ailleurs que je vous ai envoyé une proposition de modification par rapport à l'article 32 du règlement intérieur. Je ne sais pas si vous avez eu cette proposition de modification de l'article 32, puisque du coup, pour constituer un groupe, il faudrait 4 conseillers communautaires. Or, seuls les groupes peuvent justement avoir un espace réservé pour pouvoir justement publier une tribune.
Or, du coup, certains élus d'opposition, et je pense que d'ailleurs tous les élus d'opposition doivent justement avoir la possibilité de s'exprimer, et c'est ce qui permettra, je pense, l'expression pluraliste de l'ensemble des partis d'opposition représentés, et je crois que le Front National est quand même un parti d'opposition au sein de cette Assemblée. C'est la raison pour laquelle je vous demanderai voilà, de modifier cet article afin de permettre la constitution d'un groupe, entre guillemets, à partir d'un délégué communautaire, afin que chaque courant politique puisse avoir, donc, comme je disais, un espace réservé à l'expression, notamment dans le bulletin d'information générale, ce qui me permet quand même de constituer un impératif démocratique assez important, sinon on serait dans un déni de démocratie avec une opposition muselée. C'est vrai que pour la première fois, on a eu quand même des élections communautaires au suffrage universel direct, et c'est vrai que si vous ne permettez pas du coup à l'ensemble de l'opposition de pouvoir s'exprimer, eh bien certains du coup de vos administrés seront par conséquent stigmatisés. Je pense aussi que vous êtes quand même jeune, vous êtes censé quand même influencer et peut-être insuffler une politique nouvelle, et j'espère que vous n'allez pas quand même tomber dans les vieux travers d'une politique qui pourrait quand même être un petit peu ringarde. Voilà, donc j'espère que vous n'allez pas commettre ce genre de basse mesquinerie, Monsieur le Président. Merci, Madame Guibert. Au risque de paraître ringard, une chanson de Renaud qui dit « Je suis une bande à moi tout seul », c'est un peu ce que vous souhaitez faire, visiblement. Bon, je n'ai pas été jusqu'à proposer l'instauration d'un groupe drastique comme au Parlement européen qui voudrait 25 députés de 7 nationalités différentes. On aurait pu imaginer 5 conseillers communautaires de 5 villes différentes, mais on ne va pas pousser la complexité jusqu'au bout. Mais bon, je crois qu'on est des gens raisonnables. Il y a des grandes tendances qui s'expriment dans ce conseil municipal, qui ont aussi vocation communautaire. Ah oui, mais tu m'as perturbé. Et je crois que bon, on ne peut pas légitimement permettre une multiplication des groupes, de l'expression, et de faire aussi du journal communautaire un seul journal politique. D'ailleurs, j'ai bien constaté que l'indemnité qui vous est versée chaque mois pouvait permettre aussi de faire quelques documents distribués dans les gares. Voilà, donc je crois que ça a été discuté en commission, ça a été discuté avec les personnes qui nous ont manifesté la volonté de créer un groupe, et sans museler la parole. Je pense que vous l'avez ici, Madame Guibert, comme tout un chacun, et qu'on a l'occasion de s'exprimer par ailleurs. Je propose qu'on ne multiplie pas les groupes, ce qui rendrait illisible aussi la composition de ce conseil communautaire, et qu'on maintienne cette disposition. Est-ce que d'autres conseillers communautaires veulent prendre la parole? Oui. Quand même, du coup, je suis quand même élue déléguée communautaire. Je pense quand même que j'ai parfaitement la légitimité de pouvoir quand même avoir une tribune. Alors, bon, là, je conçois qu'il y a quand même, c'est un aveu d'ailleurs, l'UMP et le PS sont vraiment main dans la main, sont vraiment bien d'accord, comme toujours. Mais bon, je pense quand même que c'est quand même la moindre des choses, parce que c'est quand même aussi, il y a du coup quand même beaucoup de personnes qui ont voté voilà, pour le Front National. Je pense que c'est quand même aussi leur permettre légitimement d'avoir quand même une expression, et surtout que tout ce qui est plaquettes, etc., c'est quand même payé aussi par, vous savez, les administrés qui ont voté pour le Front National. Il ne faudrait peut-être pas non plus l'oublier, Monsieur le Président. Mais, Madame Guibert, oui, moi, je suis désolée. Moi, je veux bien qu'on vous attribue une tribune pour une personne, mais quand on voit le prorata des signes, vous allez dire bonjour, au revoir, et signer Audrey Guibert. Très honnêtement, je pense que vous valez mieux que ça, et qu'en plus, vous pourrez vous exprimer autrement. Donc, à moins de consacrer, et si vous en êtes d'accord, d'ouvrir au budget la création d'un journal qui ne diffuserait que de l'information des élus communautaires. Mais je pense que là aussi, nos concitoyens, et j'espère que chacun y veillera aussi dans les tribunes que nous écrirons, attendent de l'information documentée, et pas seulement une joute politique dans le journal de l'agglomération. Si vous le voulez bien, je maintiens les positions, fussent-elles ringardes. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Grâce à vous, j'ai l'accroche de mon prochain tract. Vous me facilitez beaucoup le travail. Monsieur Sac. 2 éléments. La première, dire à notre collègue que notre groupe est composé de différents partis, n'est pas uniquement composé de socialistes.
Il y a du PRG, des Verts, donc des écologistes, collègues du Parti communiste et des non-inscrits. Et donc il faut savoir, des fois fédérer autour de soi en tout cas. Dans votre logique, on pourrait chacun finalement à 1 ou 2 aussi revendiquer et donc constituer facilement 5 ou 6 groupes de notre part. Donc il faut quand même une organisation collective. Après, voilà, c'est toute la difficulté à organiser, je comprends bien. Mais en tout cas, voilà, nous, voilà, on a fait comme premier groupe constitué un rassemblement de différents partis politiques. Deuxième chose, étant le premier groupe constitué, nous avons fait des demandes qui sont évoluées au fil du temps et en tout cas, nous, on est satisfaits de fait d'avoir pu faire évoluer en plusieurs étapes jusqu'à la dernière commission la version qui est proposée sur table. Je vous propose de mettre le règlement intérieur aux voix. Qui vote contre? Un vote contre. Qui s'abstient? Le reste de l'Assemblée vote pour. J'ai pas eu le nombre de votants. Si je peux l'avoir, ce sera plus simple. Bon, en tout cas, nous sommes favorables à ce règlement intérieur. Les rapports suivants concernent, de manière tout à fait réglementaire, les différentes dispositions relatives aux données publiques de l'agglomération, avec dans le rapport 4 l'adoption du règlement de réutilisation des données publiques du service des archives, donc conformément à la loi du 17 juillet 1978 qui stipule qu'il appartient aux différents services d'archives de collectivités de définir la réutilisation de ces archives et pour nous d'anticiper les demandes futures des utilisateurs et de prêt à répondre évidemment dans les meilleurs délais. Nous vous proposons 3 niveaux de réutilisation des archives de l'agglomération à des fins privées non commerciales, à des fins éducatives, culturelles ou de mission de service public et à des fins commerciales. Vous avez le règlement et les différentes annexes à la suite de ce rapport et il vous est demandé de bien vouloir adopter ce règlement qui suscite peut-être chez vous des observations. Non? Tout va bien? Est-ce qu'il y a des voix contre? Des abstentions? Nous sommes unanimes. Je vous en remercie. Le rapport numéro 5 qui est relatif à la tarification de ces reproductions, de la reproduction de ces archives communicables au grand public. Et vous avez en annexe les coûts de photocopie en fonction des documents proposés qui ont été fixés. Est-ce qu'ils appellent des remarques de votre part? Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Nous sommes là encore unanimes. Et j'en ai fini avec les archives et je laisse la parole à M. Pateau pour le rapport 6. Qui n'est pas là, effectivement. Bah oui. Bah, je le fais, pas de souci. Il s'agit dans le rapport 6, désigner un jury pour l'accord cadre de maîtrise d'œuvre qui est relatif aux travaux d'assainissement, de voirie et d'enfouissement des réseaux divers de l'agglomération et donc de passer un appel d'offres. Et pour passer cet appel d'offres et pour le contrôler, je propose que la composition de ce jury d'appel d'offres soit le même que celui de la commission d'appel d'offres. Voilà. C'est-à-dire 5 élus titulaires et 5 élus suppléants. Alors, on avait une élue suppléante qui était Madame Richard, qui a démissionné du conseil communautaire, donc qui ne siège plus à la CAO, et donc il s'agit pour nous de désigner un élu suppléant. Je propose peut-être un élu de Savigny. Monsieur Blanchot. Oui, Monsieur Bernard Blanchot est candidat. Voilà, parce qu'il n'y a pas de titulaire de Savigny. Si vous le voulez bien. Et donc, d'approuver ainsi ce jury d'appel d'offres. Pas de réaction particulière, pas d'opposition, pas d'abstention. Nous sommes unanimes aussi, je vous en remercie. Le rapport numéro 7 concerne l'administration et l'entretien annuel d'évaluation et de ce qu'on appelle dans cette administration la part qualité, puisque le régime indemnitaire est constitué par l'ensemble des sommes perçues par un agent en contrepartie ou à l'occasion du service public qu'il exécute, et donc il est mis en place une part qualité qui est un complément de traitement, distinct évidemment des autres éléments de rémunération des agents de l'agglomération, et qu'après avoir consulté l'avis du comité technique paritaire de la CALP, nous avons approuvé la part qualité suivante, ou le mode de rémunération de la part qualité suivante, c'est-à-dire que les agents de la communauté sont répartis en 6 groupes en fonction de leur niveau de responsabilité au sein de l'administration, et la part qualité est variable
étant lié au résultat de la procédure annuelle d'évaluation individuelle par les chefs de service. Et donc il est proposé différents niveaux d'évaluation de A à E, avec un niveau intermédiaire dit C, qui est une notation qui correspond simplement à un travail qui n'est ni bon ni mauvais, et il est proposé de créer un niveau dit C+, de rémunération par qualité uniforme pour les agents qui auraient rempli leur mission et leurs tâches de manière tout à fait productive et honnête, et ensuite 2 niveaux d'évaluation A et B qui permettent de valoriser les agents en fonction de leur niveau dans l'administration chaque année. Avec un niveau également d'évaluation qui permet de sanctionner les agents qui n'auraient pas répondu à leurs obligations de service public, et avec un versement ou un retrait de ces sommes sur l'année. Voilà. Est-ce que cette mise en place de la par qualité soulève chez vous des observations ou des interrogations? Bon, eh bien, je vous propose de l'adopter, de le mettre en application surtout, si vous en êtes d'accord. S'il n'y a pas d'opposition particulière, d'abstention, nous sommes unanimes. Merci. Le rapport numéro 8 concerne la signature d'une convention entre la communauté d'agglomération des Portes de l'Essonne et la communauté d'agglomération des Lacs de l'Essonne. N'y voyez aucun rapprochement avec la réforme intercommunale, mais laquelle nous a sollicité pour faire face à une absence temporaire de personnel dans leur service des marchés publics, et a sollicité à l'agglomération une convention pour pouvoir mettre à leur disposition un agent de la catégorie des rédacteurs au service du service des marchés publics de la CAL. Et vous avez l'objet de cette convention en annexe avec ses différentes dispositions, et il vous est demandé d'accepter cette mise à disposition et de me permettre de signer avec mon collègue Laurence Auerbach cette mise à disposition d'un agent. Est-ce que cela soulève des questions de votre part? Voilà, ce sera jusqu'au 28 février 2015, temps à laquelle de permettre d'avoir des marchés publics clairs comme l'eau du lac. Voilà. Pas d'opposition, pas d'abstention, unanimité, et je vous en remercie. Le rapport numéro 9 concerne l'acquisition amiable des locaux du 9 place du Général Leclerc à Juvisy-sur-Orge, locaux anciennement occupés par la Poste, ou plus exactement les PTT et le service des télécoms en centre-ville, un site qui nous apparaît comme stratégique et qui permet le relais, puisque nous l'avons voté au dernier conseil communautaire. L'IUT s'implantera dans le centre administratif du bas du parc de Juvisy, qui loge non seulement des salles communales, mais aussi le Pli Nord-Essonne et différents organismes communaux. Et donc pour prendre le relais de ces différentes implantations, et aussi pour créer un véritable espace et un parcours culturel au cœur de cette agglomération, et notamment à proximité de l'espace Lursac, qui est tout à fait stratégique et symbolique de la politique menée par cette agglomération en matière de culture, il vous est proposé d'acquérir ce bâtiment avec un ensemble de bureaux qui sont strictement dévolus à la vente et qui développent 755 mètres carrés, pour un prix d'acquisition de 680 000 € et un coût de travaux de mise en accessibilité qui sera ultérieur de 55 000 €. Est-ce que ce rapport a soulevé des observations de M. Chauffour que vous avez sur table, et dont je vous laisse bien sûr prendre connaissance. Je rappellerai dans la réponse que je ferai certains éléments, mais si certains veulent ajouter des éléments, je leur laisse la parole. Monsieur Sac. Oui, Étienne Chauffour devait partir, il l'avait annoncé, c'est pour ça qu'il vous a transmis ce document à tout le monde que je vous les ai laissé découvrir. Hein. Simplement, et d'ailleurs on a du mal à comprendre l'articulation. D'ailleurs, François Garcia avait posé des questions en commission, n'avait pas eu beaucoup de réponses sur le fait que ce bâtiment, qui apparemment est en bon état extérieur, mais n'a pas en termes d'utilisation des capacités d'accueil du public, d'accessibilité, de sortie, d'escaliers qui sont... voilà, donc c'est une première partie qui n'est pas claire. Et puis vous avez fait un lien par rapport à l'UT, on le comprend bien que la situation
regrettable d'avoir du coup ne pas pu acheter l'IUT, trouver une solution de l'IUT, impact des sujets de pli, de repli du pli si je peux dire, qu'il faut trouver donc des solutions et qu'il y a des questionnements qui se naissent à Juvisy sur les associations. Vous avez fait un lien entre les deux, donc il y a de l'inquiétude, où seront les réunions d'associations, où seront les réunions de conseil municipal. Voilà, donc dans tout ce sujet voilà, où on n'arrive pas à y voir clair, on a peu de réponses. En tout cas, c'est pour ça qu'Étienne Chauffour demandait le report de cette délibération et de comprendre voilà, qu'est-ce qui concerne l'agglo, qu'est-ce qui concerne la ville, est-ce qu'il y a un lien entre les deux, est-ce que les locaux associatifs seront dans ces locaux-là. Je pense que ça va être des sujets qui nécessitent des éclaircissements. Monsieur de Frémont. Merci. Les instances de la Poste ont choisi de réorganiser leur fonctionnement en regroupant certaines missions dans des locaux situés hors de la commune de Juvisy. Il est bien sûr indispensable que la municipalité de Juvisy s'assure du maintien d'un service de qualité pour la distribution du courrier et pas seulement du maintien d'un bureau de poste. De même, il est essentiel que la CALP fasse de cet objectif une condition préalable à toute négociation pour le rachat des locaux. Il y aurait beaucoup à dire sur les raisons de l'accélération du traitement de ce dossier directement lié au refus, dans des conditions très obscures par la ville d'Athis-Mons, d'accueillir un IUT pourtant très utile, tant aux Athégiens qu'à l'ensemble du territoire de la CALP. La solution de repli consistant à installer l'IUT à l'emplacement du centre administratif de Juvisy oblige à reloger le pli et de nombreuses activités purement municipales. Mais c'est la CALP et non la commune de Juvisy qui se propose d'acheter les locaux et il nous est demandé ici de délibérer sur une acquisition qui représente une part importante de notre capacité d'investissement. Dans une période de budget contraint, d'incertitude sur l'avenir des collectivités locales et territoriales, et n'ayant pas de vision à 2 ans du périmètre de notre intercommunalité, nous devons donc nous poser avec le plus grand soin pour chaque investissement à réaliser. Sur quels critères? D'abord sur une évaluation solide des priorités. Nous ne doutons pas un instant que l'exécutif de la CALP dispose d'un plan d'investissement à moyen terme, mais nous, conseillers communautaires, qui sommes l'instance délibérante et donc décisionnaire, nous n'avons pas cette vision globale. Nous ne pouvons pas valider l'investissement au coup par coup. Ensuite, sur l'impact réel de cet investissement sur le budget global. Nous ne disposons que de l'enveloppe d'achat initiale, mais nous n'avons ni l'évaluation du coût de la réhabilitation, ni l'évaluation des recettes éventuelles de ce que cet équipement peut apporter. Comment statuer dans ces conditions? D'ailleurs, je souscris à ce que vient de dire Patrice Sac en même temps sur la destination précise de ces locaux. Enfin, et c'est le plus important, les investissements de la CALP doivent poursuivre un objectif de répartition et de valorisation de tous ces territoires. La CALP s'est tout naturellement équipée au fil du temps au sein des 3 villes fondatrices. Mais elle est encore loin d'avoir comblé les disparités en termes d'équipement avec les 2 villes entrées en janvier 2013. Parmi ces villes, Savigny, plus grosse commune de la CALP en nombre d'habitants, n'accueille aucun équipement intercommunal significatif, alors même qu'elle est déjà sous-équipée à l'échelon communal. Il est de notre responsabilité de veiller au déploiement équilibré des équipements intercommunaux, sans nous contenter de reprendre la gestion de quelques bâtiments existants sans rien apporter de plus. Nous aurons notamment à accompagner les projets de rénovation urbaine qui se profilent au sud de notre territoire. La décision d'achat de nouveaux locaux intercommunaux à Juvisy, quelle que soit son opportunité éventuelle, s'arbitre également face à cet enjeu territorial incontournable. Ne restons pas sur un modèle de développement de territoire centralisé, laissant les communes en retrait, synonyme d'accroissement des déplacements des usagers, de perte d'attractivité de certaines communes, d'éloignement entre les populations et les services publics, et pour finir de perte de repères institutionnels, instillant la défiance envers des collectivités trop distantes. Pour ces raisons, et sans préjuger de l'opportunité ou pas d'acquérir les locaux de la Poste, il semble nécessaire de reporter cette délibération afin de mieux préparer le dossier et donner au Conseil communautaire tous les éclairages utiles pour prendre sa décision. Y a-t-il d'autres demandes, Monsieur Garcia? Oui, j'ai eu l'occasion de faire part de mes remarques lors de la commission. Monsieur Moreau s'en souvient. Il est arrivé, je dirais, un peu les mains vides. Il n'avait aucune information à nous donner sur qui faisait quoi.
et quel mètre carré serait affecté à telle activité. Alors, moi, je voudrais dire que dans une période précédente, j'ai eu l'occasion de visiter ce site, mais qu'alors, en ce qui concerne l'IUT, on avait l'ambition de pouvoir l'installer à la CPM. D'Atismont, c'est que dans les mois qui ont succédé, ce n'a plus été possible à cause de la décision de la municipalité d'Atismont de préempter. Donc moi je me félicite, Monsieur le Président, que vous ayez décidé de mettre l'IUT dans le bâtiment administratif. Mais partant de là, il convient également de faire face à la situation des associations qui étaient logées et qui sont toujours d'ailleurs logées dans le bâtiment administratif. Alors je comprends bien vos difficultés, mais je trouve qu'on a un peu brouillé les cartes en parlant de locaux à vocation associative, alors que là il s'agissait simplement d'une opération de tiroir permettant à l'IUT de s'installer au bâtiment administratif et à partir de là reloger des associations qui dépendent de la CAP. Donc soyons, je dirais, un peu précis. Là nous sommes à la communauté d'agglomération, nous parlons des activités de la communauté d'agglomération et les problèmes de la ville de Juvisy, effectivement, ils sont sans doute réels, mais ils ne concernent pas les élus de la communauté d'agglomération. Alors, moi, je trouve que ce local est quand même stratégiquement bien placé, que effectivement certains collègues proposent de décaler dans le temps la décision. Si ça permet d'échanger entre nous avec précision sur l'affectation de ce bâtiment, tant mieux. Je pense que vous êtes également peut-être pris par les délais et que la Poste ne va pas patienter des mois et des mois pour savoir quel est l'acheteur de son bâtiment. Donc je trouve que ce bâtiment est bien implanté, à côté de Jean Lursa, vous l'avez dit, je me répète, on avait aussi transféré la culture avec la médiathèque. Ça sera, je l'imagine aussi, très proche d'une station du T7. Et donc, moi personnellement, je voterai cette délibération tout en vous suggérant qu'à l'avenir, sur des délibérations de ce type, on puisse mieux échanger de façon à qu'on puisse voter en connaissance de cause du sujet. Monsieur Guillard. Oui, sur ce registre, effectivement, des investissements et des choix que nous, en tant qu'élus, nous devons faire face à nos responsabilités, je crois qu'il nous est vraiment nécessaire à tous de poser les enjeux qui sont les nôtres dans les années à venir, de les poser dans la logique du périmètre actuel, de les poser aussi, effectivement, dans la logique des périmètres futurs. C'est beaucoup de travail, mais je pense qu'il y a urgence à mener ce travail. Je regrette que la commission travaux ne se soit pas réunie, je comprends, puisqu'il n'y avait pas de sujet à l'ordre du jour, mais au-delà des sujets qui viendront animer nos conseils communautaires, je crois qu'il est aussi de la responsabilité des élus de se mobiliser sur des thèmes et sur des enjeux qui dépassent le cadre de nos réunions mensuelles. Donc là, on a un cas particulier qui se pose, il y a des investissements qui vont être faits, qui, comme le disait Jean-Marc de Frémont, pénalise les possibilités que nous avons de faire d'autres choses ailleurs. Nous aurons, et y compris pour Savigny-sur-Orge, des obligations du fait des transferts de compétences qui s'annoncent au 1er janvier 2015. Là aussi, un certain nombre d'enjeux de travaux sur Savigny, donc je m'en féliciterai quand je les constaterai. Mais au-delà de ce constat, c'est effectivement tous ces calculs, tous ces éléments de travail que je ne vois pas commencer à l'occasion de nos commissions. Et effectivement, je pense que nous allons rapidement être dépassés par le temps et j'en appelle à notre responsabilité commune pour faire ces travaux rapidement. Madame Libert. Alors, moi j'ai juste une question très simple. Comment allez-vous financer 1 million d'euros en fait? Vous allez très certainement me dire que vous allez peut-être avoir recours à l'emprunt, mais l'emprunt c'est quand même l'augmentation des impôts de demain, donc j'aimerais vraiment du coup que vous nous précisiez comment vous allez pouvoir financer ces projets. Voilà, une question précise, donc avec une réponse précise.
Monsieur. Oui, merci Monsieur le Président. Simplement quelques précisions. Effectivement, si c'est une opération tiroir de l'IUT, dans la précédente opération, nous avions voté cette acquisition, enfin ce projet d'acquisition, avec en contrepartie une suppression du loyer. Et là, on n'en parle pas, mais quid de l'accueil de Juvisy de l'IUT? Est-ce que la CAL peut continuer à payer un loyer à Juvisy ou pas? Ce qui peut compenser l'investissement. Donc c'est intéressant de le savoir. Deuxième point, Monsieur le Président, vous avez parlé d'investissement de 50 000 euros à peu près, mais j'ai lu dans le compte-rendu de la commission que on parlait d'1 million d'euros. Non, c'est une erreur ou voilà, j'ai lu ça. Voilà, on parle d'1 million d'euros de travaux, donc là aussi c'est pas la même dimension. Est-ce qu'au total avec l'acquisition ça fera 1 700 000 ou 1 800 000, ou est-ce que ce sera 800 000 euros? Voilà, donc ce sont des éléments qui sont intéressants quand même avant de prendre une décision, d'autant que je suis assez d'accord, attendre c'est compliqué, mais on va changer de dimension dans 1 an. Donc, est-ce qu'il est indispensable de faire cet investissement dès maintenant? Merci. S'il n'y a pas d'autres interventions, je vais commencer par répondre à ça et puis ensuite vous expliquer un peu la motivation de mes choix. Il y avait effectivement un peu plus d'1 million d'euros qui était prévu pour l'acquisition et l'aménagement de cette fameuse CPN. Et donc c'est simplement un transfert de crédit sur à la fois l'acquisition de ce bâtiment et puis sur un débat qui nous reste à avoir aussi sur l'acquisition ou la location du centre administratif de Juvisy pour le logement de l'IUT. Et si vous ne voulez pas au sein de cette instance que nous ayons effectivement une sorte de fièvre acheteuse de tous les bâtiments, y compris à Juvisy, on pourrait imaginer un système de location du centre administratif, mais je crois qu'effectivement là, l'acquisition de ce bâtiment en tant que tel est une véritable opportunité, et une opportunité, je le martèle, et non pas un repli. Il ne s'agit pas, comme M. Chauffour l'a écrit, de jouer au Monopoly. Au contraire, nous avons la chance d'être aujourd'hui sur la case carte de communauté et ce serait dommage de revenir à la case départ. Donc simplement pour vous donner un petit peu mon sentiment sur le caractère stratégique de ce bâtiment, on est dans un ensemble qui se situe quand même dans le cœur de l'agglomération, qui participe activement au plan de relance des centralités de cet agglo. Et donc c'est pour nous vraiment une réelle volonté d'intervention et de maîtrise des outils qui permettent de favoriser alors non seulement l'implantation de services utiles à la population, mais pourquoi pas aussi demain du commerce ou de l'activité économique. Et donc c'est vraiment une démarche là quasi militante pour ne pas voir occuper aussi ces locaux ou acheter ces locaux par des enseignes à la pérennité douteuse, ou par l'excès d'offres bancaires que souligne M. Chauffour dans son rapport, et je voulais le souligner puisque il me rappelle au bon souvenir d'un moment où nous avions signé un même slogan qui mentionnait l'excès d'offres bancaires justement dans le centre-ville et non pas dans les autres quartiers de la ville de Juvisy. Alors ce à quoi les habitants ont pensé que j'étais le mieux à même de tenir la promesse d'en faire moins, mais c'est aussi pour cela que je m'engage dans ce processus de maîtrise d'un bâtiment qui, alors là, pour le coup, aurait tout pour séduire une succursale bancaire, et notamment l'une d'entre elles qui cherche aujourd'hui à se désimplanter d'un bâtiment en centre-ville et qui lorgnait sur ce bâtiment. Donc il y a une vraie volonté de maîtrise, de donner aussi une mission de service public à ce bâtiment. Alors pour vous éclairer un petit peu sur la destination de cette salle, évidemment dans un premier temps de servir de relais à ces activités que sont le PLI, Monsieur le Président, mais aussi certains organismes communaux qui peuvent être logés au PLI. Et alors le conseil municipal et les associations dans une salle mise à disposition, pas que de Juvisy, pour le conseil une fois tous les 1 mois et demi, et je crois qu'Atis en faisait autant dans cet hôtel communautaire, mais a aussi des associations de l'agglomération ou de la ville qui en auraient besoin, et une salle qui soit peut-être plus accessible aussi que l'espace Jean Lursac, qui est souvent très demandé et peu accessible. Donc nous renforçons effectivement notre patrimoine, mais je crois que c'est vraiment pour maîtriser à la fois la puissance, enfin pour renforcer la puissance publique sur ce bâtiment stratégique, et puis pour renforcer aussi, je vous le disais, le parcours culturel de ce cœur artistique qui est le centre de Juvisy avec l'espace Jean Lursac, et d'essayer de faire enfin ce guichet culturel qui ne soit pas à 2 km de l'espace Jean Lursac, mais qui soit dans un parcours accessible. Sur les coûts de mise en accessibilité, je vous le disais, l'accessibilité du rez-de-chaussée est déjà faite. Il s'agit
d'un montant de travaux qui est estimé à 55 000 € pour renforcer l'accessibilité du premier étage notamment. Et les autres étapes viendront ensuite, puisque les services des autres étages n'ont pas vocation à accueillir du public, et donc il y a moins de mise en accessibilité et de normes qui seront nécessaires. Je voudrais simplement finir un peu mon exposé sur cette stratégie qui consisterait à vouloir l'immobilisme. Que les choses soient très claires entre nous, je ne crois pas, et je ne me considère pas, et je ne nous considère pas comme les liquidateurs d'un territoire. Parce que le drame, ce serait effectivement de se vautrer dans l'attentisme et de nous comporter comme des personnes qui restent sans rien faire, qui gèlent tout. Et je crois au contraire qu'à l'aube de cette évolution territoriale, on doit être les amplificateurs de ces centralités de ce territoire, et d'autant plus dans la compétition qui s'annonce, parce que c'est une compétition territoriale. Et quand nous avons là à contracter un mariage de raison, bien plus que de passion, généralement quand on contracte un mariage de raison, on essaye de venir avec une bonne dot. Et donc nous n'avons pas intérêt à diminuer cette dot, parce que est-il concevable un seul instant que pour tous les sujets de l'agglomération que nous avons à délibérer ici, on se dise, comme pour d'autres dossiers, que ce soit l'urbanisme, que ce soit la sécurité, que ce soit l'aménagement économique, on verra demain. La vérité, c'est qu'ici on est tous garants de la continuité du service public, de l'aménagement à venir de nos communes, de la défense de notre intercommunauté dans le processus d'élargissement qui s'annonce. Et donc que je me refuse à appliquer une sorte de principe de précaution systématique à toute délibération et à demander le retrait systématique d'une délibération à chaque conseil, parce qu'à ce moment-là et à ce rythme-là, ne préparons pas de budget pour 2015, fermons les clés de l'agglomération et puis attendons bien au chaud que les choses évoluent. Donc, ou alors allons faire quelques brasses au centre aquatique en attendant qu'on vienne nous couler, je ne sais pas, mais je ne veux pas qu'on ait cette sensation de tout geler parce que, sous prétexte qu'il y aurait des évolutions. Alors je voulais juste finir sur le sujet de la solidarité intercommunale que vous avez évoqué, M. de Frémont et Guyard. Effectivement, Savigny monte en puissance dans l'agglomération, il fait l'apprentissage aussi des équipements communautaires, et en retour des équipements dont elle peut profiter maintenant ailleurs dans l'agglomération, nous allons accueillir effectivement un certain nombre d'équipements, les conservatoires, éventuellement peut-être demain un cinéma, et je crois effectivement, comme on peut l'entendre ou le dire, aujourd'hui on est dans une logique de rationalisation des équipements, peut-être que chaque commune n'a plus vocation à avoir un cinéma, une piscine. Alors certes, il faut garder des éléments de proximité, mais je crois que M. Mélarn a été très clair et très courageux, et en même temps très responsable quand il a dit que la piscine à Savigny-sur-Orge, ce n'était plus un projet qui était dans les clous, parce qu'il y avait déjà 2 équipements aquatiques sur l'agglomération. Demain, ce sera peut-être le renouveau ou le départ d'un cinéma savignien qu'on a bien connu. Je crois qu'effectivement, il faut se serrer les coudes et maintenant donner une vraie cohérence à l'agglomération et cesser de cloisonner nos communes, même si évidemment nous avons à les aménager et à les faire vivre. Voilà, pour toutes ces raisons, et ce que je voulais vous exposer pour être très clair, parce que j'en conviens, cette délibération est peut-être arrivée un peu rapidement en commission, et je voulais vraiment faire le point. Vous avez compris vraiment mon attachement à défendre ici un intérêt général et pas un intérêt juvisien, et surtout de préserver les centralités de notre territoire, et je prendrai toutes les mesures aussi pour les différentes villes de l'agglomération pour qu'on renforce cette logique de centralité et soutenir les acquisitions ou les projets stratégiques de notre agglomération. Je vous remercie et je vous propose de voter sur ce rapport. Je laisse Alain compléter. Oui, non simplement parce que je ne voudrais pas me faire accuser d'immobilisme, bien au contraire. Mais hier comme aujourd'hui, je n'ai jamais voté des choses sur lesquelles je n'ai pas une visibilité suffisante. Et là, je considère que je n'ai pas une visibilité suffisante. Pourquoi? Parce que le $1 million, il a été inscrit en travaux dans la commission, et aujourd'hui on ne sait pas trop si ce sera ou si ce ne sera pas. On ne sait pas non plus, on n'a pas une visibilité sur l'ensemble de l'opération, on ne sait pas demain si la CAL va payer une location à Juvisy pour l'IUT, alors qu'on avait dans la précédente opération fait en sorte qu'on ne la paye plus, qu'on l'économise, ce qui amortissait l'investissement. Ce qui n'est pas du tout la même chose, ça va s'additionner demain. Donc l'opération financière est beaucoup plus importante qu'elle n'était avant. Il faut savoir aussi que les ressources financières maintenant vont un peu se tarir et qu'on parle tous de faire des économies budgétaires, etc. Donc ce n'est pas de l'immobilisme, c'est simplement de la réflexion et de voter avec les éléments qui vont bien. Et je considère qu'aujourd'hui je ne les ai pas, donc je m'abstiendrai.
Oui, alors pour revenir encore là-dessus, 1 million de travaux, c'est pas 1 million de travaux. Sur la CPM, c'était finalement des travaux plus importants. Aujourd'hui, on est sur un montant de 55 000. Ce que je veux dire, c'est que simplement la somme globale est inscrite. Ensuite, sur le débat location-acquisition du centre administratif, on attend simplement l'avis des domaines pour se prononcer. Et je passerai volontiers la question en commission pour qu'on puisse en débattre à la fois sous l'angle municipal et à la fois sous l'angle communautaire. Oui, Antoine. Oui, nous voudrions apporter une précision au premier intervenant, dont depuis ma place je n'arrive pas à lire le nom malheureusement. La préemption des locaux de la CPRM s'est faite dans la plus grande transparence, sachez-le. Et lorsque vous affirmez que les conditions obscures de l'acquisition sembleraient exister, nous vous demandons d'apporter les précisions. De quelles conditions obscures s'agit-il? Si ça n'est pas le cas, soyez bien aimable de modifier votre propos, s'il vous plaît. Ce sont des affirmations choquantes et déplacées, nous semble-t-il. Droit de réponse, Monsieur de Frémont. Oui, j'ai bien évidemment pas cherché à choquer qui que ce soit. Ce que j'ai dit, c'est, je le maintiens d'ailleurs, c'est que les conditions dans lesquelles la préemption se sont faites sont obscures. En effet, les raisons, les motivations profondes de cette préemption, qui ont quand même mis dans l'embarras, je pense, l'ensemble de la communauté, sont pour moi parfaitement obscures. Je ne les ai pas comprises. Je ne sais pas pour quelle raison. On refuse un IUT. Le IUT, c'est le savoir, c'est la jeunesse, c'est l'avenir. Je ne sais pas comment une commune peut délibérément refuser l'implantation d'un IUT sur son territoire. Ça m'échappe totalement. Voilà. Et pour répondre d'un mot à ce que disait Monsieur le Président, il ne s'agit pas du tout de cloisonner les communes, mais au contraire de créer une cohérence de territoire, de l'ensemble du territoire. Pour qu'une cohérence d'ensemble du territoire soit faite, il faut qu'il y ait une équité, une équipartition, une harmonie des équipements publics. Voilà, je disais bien qu'il ne faut pas se contenter simplement de reprendre la gestion des bâtiments existants, mais qu'il faut effectivement apporter quelque chose qui fasse que les concitoyens, nos concitoyens, se reconnaissent dans cette entité qu'est la CALP et voient en fait l'influence, l'intérêt de l'intercommunalité pour leur vie quotidienne. Oui, je laisse Antoine répondre, mais s'il vous plaît, pas de débat sur l'implantation ou non de l'IUT. Je pense qu'on l'a suffisamment eu. Mais je te laisse répondre en 2 mots. Pardon? Ah, deux mots, mais... Non, simplement pour rappeler, il n'y a eu aucune condition obscure. On en a débattu au conseil municipal d'Athis-Mons. On a précisé qu'est-ce qui allait être installé à l'intérieur. Et pour autant, ça n'est pas encore terminé parce que les locaux seront à notre disposition à partir du 1er novembre. La signature notaire a été effectuée, l'acquisition est faite. Nous pensons qu'il y a pu revenir là-dessus. Et ça a été fait dans la plus grande transparence. J'espère qu'on sera invité à l'inauguration. Bon, allez, on vote sur cette acquisition, s'il vous plaît, Monsieur Doutre. Non, juste une chose, est-ce que sur le vote, vous pouvez demander le vote des pour, mais vu que j'ai un vote différencié par rapport à mon pouvoir, si on ne fait pas les 3 étapes, ça va être compliqué pour moi. Merci. Bien sûr, vous inquiétez pas. Juste une... Mais je ne veux pas demander que les pouvoirs, c'est pas de souci. Juste une question sur le calendrier, parce que vous avez expliqué qu'il y a des décisions en attente liées à l'IUT. Quelle est la relation entre l'agglo et la ville pour l'implantation de l'IUT? Donc, à quel moment les locaux doivent être libérés? Comment ça va s'enchaîner? Tout ça n'est pas clair non plus. On sait qu'il y a un délai d'acquisition. Et à quel moment il y aura les travaux? Vous expliquez qu'il y aura donc des utilisations par la ville de Juvisy de ces locaux-là. Donc, il y aura forcément une convention entre l'agglo. Voilà. Comment ça va s'organiser? Voilà. Comment ça va se séquencer pour y voir clair? Bon, en 2 mots, parce que c'est un sujet à part entière, mais j'ai rendez-vous mardi avec le président de l'Université d'Évry pour qu'on cale les choses. L'idée étant de libérer les locaux du centre administratif au 1er semestre 2015 pour à la fois l'étude et l'aménagement par l'IUT de ces nouveaux locaux, et puis au fur et à mesure, enfin, dans le même temps, travailler à l'aménagement et au relogement, en tout cas dans un premier temps, du pli et des organismes communaux sur ces locaux de la Poste qui seront directement accessibles, et puis au fur et à mesure de réaménager et de faire monter en puissance ces locaux. Voilà. Alors, on vote de manière différenciée. Qui vote contre? Un contre? Étienne Chauffour, vote contre? Qui s'abstient? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Abstention.
Et qui vote pour? Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Merci Pascal. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. C'est ça? 36. Ça, vous ferez les soustractions. On a un nouveau mathématicien. Formidable. Je ne me suis pas compté. Vous êtes formidable, Michel. Bien. Et j'ai trop parlé, donc je laisse Brigitte présenter le rapport 10 et je vous remercie pour le vote favorable à sa délibération. Merci, Monsieur le Président. Par délibération du 7 octobre 2010, le Conseil communautaire a décidé de la création d'une ressourcerie, associée à une déchetterie sur le site du comptoir des parfums 29 bis quai de l'Industrie à Athis-Mons. Par délibération du 31 mars 2011, la CALP a conventionné avec la Régie des quartiers et les Portes de l'Essonne pour la valorisation des déchets encombrants ménagers et assimilés sur le territoire. Cette convention nécessite d'être redéfinie. Le 25 octobre 2012, l'Assemblée a approuvé une nouvelle convention de gestion de la recyclerie entre la CALP et la Régie des quartiers. Cette convention a pris effet à la date de sa signature le 6 novembre 2012 pour une durée de 2 ans. Le 4 octobre 2013, le nouveau bâtiment a été inauguré et la Régie des quartiers s'est installée définitivement sur le site du quai de l'Industrie. La convention de novembre 2012 nécessite donc d'être remise à jour en y intégrant l'emménagement de la Régie des quartiers dans le nouveau bâtiment et les évolutions du projet. Toutefois, cette convention arrivera à échéance en novembre 2014. Aussi, pour permettre la rédaction d'une nouvelle convention, il est proposé de prolonger l'actuelle convention de 2 mois, à savoir jusqu'au 31 décembre 2014, comme le permet l'article 8. Ainsi, la nouvelle convention sera présentée au Conseil communautaire de décembre et pourra prendre effet au 1er janvier 2015. Monsieur De Génie. Oui, juste une réflexion. Premièrement, quand on dit que la convention avait été signée pour une durée de 2 ans, il faut préciser qu'elle a été signée pour une durée de 2 ans avec 3 années possiblement renouvelables par la suite reconduction, ce qui n'est pas précisé dans la délibération, et que de même la délibération signée en 2012 prévoyait déjà, intégrait déjà la mise en place des nouveaux locaux, ce qui n'est pas une nouveauté, elle était déjà intégrée dans la délibération signée en 2012. Donc je m'étonne du besoin de ne prolonger cette délibération que pour 2 mois, si ce n'est que pour l'évolution du projet, à moins qu'il y ait des évolutions qui n'ont pas été évoquées en commission, qui soient prévues. Nous en avons parlé effectivement en commission. Il n'y a pas d'évolution du projet qui ne se fera pas en totale transparence. Pour la convention recyclerie, celle de 2012 ne tenait pas compte de la mise à disposition du nouveau bâtiment ni de l'évolution du service. Une simple reconduction aurait été insuffisante. Donc une nouvelle convention sera proposée au Conseil de décembre pour tenir compte de ces 2 éléments. Si vous voulez, on peut lister les évolutions entre la convention 2012 et la convention 2014 avec les choses qui ont évolué. Donc on a parlé tout à l'heure de la mise à jour des nouveaux locaux et la revalorisation de la valeur locative et des charges. L'ajout du matériel mis à disposition, une cabine de peinture, une hydrogommeuse, un atelier de menuiserie avec une raboteuse, une toupie, une scie circulaire, une perceuse, un système d'aspiration, 3 établis, des racks de stockage lourds, une mezzanine, un monte-charge, un camion à ion de 20 mètres cubes et le matériel informatique correspondant. On m'a également préparé le tableau avec la modalité de rémunération des tonnages qui ont été détournés, etc., etc. Donc voilà, on souhaitait faire cette petite précision avec ces 2 mois à venir jusqu'à la fin de l'année. Est-ce qu'il y a d'autres interrogations? Des oppositions à cette convention? Des abstentions? Non? Nous sommes unanimes et je vous en remercie. Ah non. Oui, merci. En 2010, un véhicule présumé appartenir à Madame L a été mis en fourrière. Madame L a fait l'objet d'une action récursoire afin de s'acquitter des frais à hauteur de 208,98 € et Madame L n'a jamais été propriétaire de ce véhicule et n'a d'ailleurs pas le permis de conduire.
Il vous est donc proposé de décider d'annuler les poursuites à l'encontre de Madame L, qui a été victime d'une usurpation d'identité. Quelqu'un veut-il le numéro de Madame L pour la raccompagner en voiture? Personne? Non, pas d'opposition, pas d'abstention. Nous sommes unanimes, je vous en remercie. Nadège? Merci, Monsieur le Président. Alors, l'aide au projet culturel des territoires. Donc, l'objectif, c'est accompagner les dynamiques du projet et d'initiatives culturelles locales, mobiliser le maximum de ressources, donc faire interagir l'ensemble des acteurs culturels du territoire et promouvoir la vision stratégique autour de 3 axes. Donc, l'éducation artistique et culturelle, la culture solidaire, la création, l'innovation et la recherche. Le dossier reprenant un état des lieux ainsi que la liste des projets appelant à une subvention auprès du Conseil général a été envoyé fin septembre. La présente délibération demande donc l'autorisation autoriserait donc le Président à solliciter une subvention auprès du Conseil général dans le cadre donc, de cette APCT. Merci. Est-ce que ça soulève des interrogations de votre part? Vous m'autorisez donc, s'il n'y a pas d'abstention, pas d'opposition, nous sommes unanimes. Une question écrite de la part de Mme Guibert, à laquelle je réponds bien volontiers, si vous le voulez bien, en fin de ce conseil. Mme Guibert, vous avez attiré mon attention sur le retrait de la délibération qui portait sur l'adhésion de la communauté d'agglomération au syndicat mixte pour la gestion de l'habitat voyageur et sur la réalisation d'une aire d'accueil des gens du voyage sur la commune de Morangis. Simplement pour vous répondre et vous expliquer pourquoi nous avions retiré cette délibération au dernier conseil communautaire. Vous savez que l'objectif étatique est de construire 72 places d'accueil des gens du voyage sur le territoire de l'agglomération. Qu'il y a un projet d'aire de 26 places communes à la fois à Morangis et par la Vieille Poste en accord avec les maires sur le territoire de Morangis et qu'à la demande notamment des élus de Morangis, nous avons souhaité repousser cette délibération pour travailler sur d'une part l'information aux habitants, notamment sur l'engagement que cette aire n'est pas destinée à accueillir plus de places que les 26 prévues, plus d'emplacements, ni d'autres villes. Et vous précisez également qu'il n'y a pas de coût attendu pour les villes, puisque c'est une compétence intercommunale, et que le syndicat est actuellement en train de chiffrer le coût de gestion annuel prévisible pour l'agglomération, qui s'élèverait autour de 124 000 €, et ce sont des coûts qui ne seront dus qu'au moment de la mise en service de l'aire, donc pas avant 2016. Simplement pour noter aussi devant vous que l'impact financier sur les villes et l'agglo de la non-réalisation de ces aires d'accueil du gens du voyage nous font perdre des subventions, notamment du département, sur les contrats communaux et intercommunaux. À titre d'exemple, sur le contrat intercommunal, départemental intercommunal, c'est une perte de l'ordre de 10%, soit 300 000 € pour l'agglomération. Voilà. Et je vous mettrai tout ça également par écrit. Bien, mes chers collègues, je vous propose de lever cette séance et je vous souhaite à la fois une bonne soirée et un bon week-end. Merci.